Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On vous propose un voyage en Argentine et de retour au Québec ce matin pour la chronique avec notre chroniqueur, docteur en droit, avocat et tous les mercredis matins avec nous, Frédéric Bérard. Salut! Salut! On commence en Amérique du Sud parce que l'Argentine a un nouveau président, l'économiste ultra-libéral Javier Milei qui va diriger le pays sud-américain après avoir largement remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Il est présenté comme un dirigeant d'extrême droite aux idées très libertariennes. Il y a déjà eu des sorties, des conférences de presse, ces idées. Comment est-ce que tu entrevois la suite des choses pour l'Argentine? Si tu connais l'expression de la petite bière, hein? C'est une expression très québécoise, à comparer de X et de la petite bière, ben je te dirais qu'à comparer de Trump, on est dans le rayon de la 0.5 à peu près, Frédéric. Et pour ceux qui en doutent, allez voir des vidéos où vous allez voir le nouveau président argentin avec une chainsaw dans les rues de Buenos Aires, où vous allez le voir sauter des câbles en disant le ministère de l'Éducation, on abroge ça. Le ministère de la Santé, on abroge ça. Le ministère de la Condition féminine, on abroge ça. Qu'est-ce qu'on va faire après? On verra. Un politicien ultra, méga contre l'avortement, qui est quand même assez paradoxal quand on est libertarien. Un climato-sceptique dans le tapis. Hein, c'est une espèce de conspiration de la gauche, essentiellement, cette même crise climatique qui n'existerait pas, selon lui. On peut penser aussi à légaliser l'ensemble des armes sur le territoire argentin. Hein, vous pourrez aller vous acheter un AK-47 au dépanneur du coin. Pour vous donner une meilleure idée peut-être du personnage, il fait tirer son salaire de député à la télévision à chaque mois. Et il dit prétendre parler à Dieu par l'entremise de son chien. Certains pourraient dire, là, avec un portrait comme ça, ça va dans la caricature, mais c'est vrai qu'à la base, il a des idées. C'est pas moi qui a commencé. Hein? Je sais, extrême droite, mais certains pourraient dire, après ce qui s'est passé dans certains pays scandinaves, en Italie, le Brésil avec Bolsonaro, Donald Trump, bien sûr, certains pourraient dire, bon, un autre, c'est vraiment un mouvement inquiétant qui se passe là dans les différents pays. Ben moi, j'ai souvent dit, Frédéric, sur plusieurs tribunes, c'est pas Trump, moi, qui me faisait peur. C'est le livre de recettes trumpiste. Et on peut voir depuis 2016 que ce livre-là, là, c'est un des plus grands best-sellers à l'échelle internationale, notamment aux endroits que tu viens de mentionner. On pourrait ajouter la Hongrie à ça. Il y a un populisme d'extrême droite qui est en train de gangréner nos institutions. Et pour ceux qui en doutent, là, je termine mon portrait en disant ceci. Dans une entrevue en 2022, Frédéric, là, tiens-toi bien, puis les oreilles sensibles s'abstenir, il a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un marché pour les enfants argentins. On est là. Oui, et même un marché, je pense qu'il est également ouvert pour les organes aussi, ce que j'ai entendu dans d'autres entrevues. Hein? Pour lui, tout se vend. On parlait des armes à feu tout à l'heure. Ben, s'il y en a qui veulent des enfants, ben, on trouvera peut-être une manière de leur en donner au final. Donc, mais, là, mais avec des idées aussi radicales sur l'éducation, sur la santé, est-ce qu'il pourrait avoir un danger pour le tissu social? Est-ce que la population pourrait carrément sortir dans les rues et ça pourrait déranger la situation socio-économique là-bas? Et puis, en plus, l'Argentine a un historique assez compliqué avec la démocratie. On sait qu'il y a une dictature pendant longtemps là-bas. D'ailleurs, la vice-présidente élue dit qu'il n'y a jamais eu de meurtre ou il n'y a jamais eu d'emprisonnement lors de cette dictature-là, ce qui est quand même un beau mensonge, on s'entend bien. Donc, pour répondre à ta question, l'historique argentin, qui est déjà assez complexe, à mon avis, risque de se répéter de nouveau exactement pour les raisons que tu viens de soulever. Ceci dit, tu vois, dans les intentions de vote, on pensait que ça allait être très, très, très serré entre lui et son plus proche poursuivant. Et là, ça a été le contraire. Là, la marge obtenue est assez confortable pour lui. Donc, probablement qu'au début, ça devrait aller pas trop mal. Reste qu'à voir qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. Parce qu'on s'entend bien, si tu abroges le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, il se passe quoi après, là? Il va falloir se poser la question, plus le reste, évidemment, que j'ai mentionné. Et ceux qui se réjouissaient du départ de Bolsonaro, finalement, doivent se dire, bon, on est pogné avec un autre pour les prochaines années en Amérique du Sud. Alors, on va voir. Il s'appelle Javier Milei. On est de retour au Québec, Frédéric. Il y a 2 personnes qui se retrouvent devant les tribunaux parce qu'elles n'auraient pas respecté l'ordonnance de non-publication qui protégeait l'identité de la victime de l'ex-député de Rimouski, Harold Lebel. On sait maintenant que c'est la mairesse de Longueuil, Christine
Catherine Fournier, qui avait été, donc, on rappelle, Harold Lebel a été jugé coupable d'agression sexuelle, mais ça nous rappelle l'importance et le sérieux lorsqu'il y a une ordonnance de non-publication. Oui, en fait, une ordonnance de non-publication, c'est une ordonnance de la Cour, hein, et donc c'est excessivement sérieux. Si vous brimez cette ordonnance-là, c'est l'équivalent d'un outrage au tribunal. Évidemment, aujourd'hui, cette dynamique-là, Frédéric, est de plus en plus complexe avec les médias sociaux et les deux bougres en question l'apprennent à leurs dépens. Là. C'est pas parce que tu as un compte Twitter que tu peux dire n'importe quoi là-dessus. Tu peux très bien violer une ordonnance du tribunal de ce fait. On verra ce qui lancera au final, parce qu'habituellement, en matière pénale, à cet effet-ci, pour démontrer la culpabilité de l'individu, il faut démontrer qu'il avait connaissance de l'ordonnance de non-publication. Donc, c'est un fardeau quand même assez lourd sur les épaules de la couronne. Mais je dirais que gagne ou perd pour celle-ci, de toute évidence, il y a un message qui sera lancé. Les ordonnances de non-publication, particulièrement dans le secteur, si je peux dire, des agressions sexuelles, doivent être respectées bec et ongle, évidemment. Parce que même si souvent les procès, ce qui se passe dans les palais de justice, c'est public, peux-tu nous rappeler pourquoi des juges doivent parfois donc instaurer une ordonnance de non-publication? Ben, en fait, oui, parce qu'on veut, particulièrement en matière d'agression, en matière familiale, ça s'applique de façon générale. Ok, pourquoi? Ben parce que souvent ces gens-là ont des enfants, on veut protéger les enfants en question. Si vous regardez n'importe quelle décision en matière familiale, vous verrez seulement les initiales des parties impliquées, parce qu'on souhaite protéger, bon, ça va de soi, les enfants en question, puis aussi parfois les parents, là, dépendamment des situations. Et dans le cas d'agression sexuelle, ben je dirais que c'est autant important dans l'optique où, si on veut encourager les victimes de ces mêmes agressions dénoncées, ben encore faut-il protéger leur anonymat si elles le demandent. Là. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces procès-là sont excessivement pénible et difficile pour les victimes qui doivent témoigner souvent à leur corps défendant en quelque sorte. Donc, il me semble que c'est la moindre des choses qu'on protège leur identité. Et dans le cas de Catherine Fournier, là, c'était doublement particulier parce qu'elle est évidemment une dirigeante très en vue au Québec. Alors, on verra si ça va lancer un message, la fameuse phrase qu'on entend souvent. Oui, mais tout le monde le sait. Oui, mais là, c'est une ordonnance. Même si tout le monde le sait, on doit respecter l'ordonnance, que ce soit, comme tu l'as mentionné, sur Twitter ou sur Facebook. Et je veux terminer ce matin avec cette histoire d'un homme de Saguenay qui fait face à une amende de 3 800 $, presque 4 000 $ pour avoir demandé sur Internet la possibilité d'acheter une tourtière avec de la viande de bois, de l'orignal et de la perdrix. L'homme se plaint du montant de l'infraction et la compare avec d'autres délits. Bon, tout d'abord, c'est illégal ce qu'il a fait. Ça, il le reconnaît. Mais est-ce qu'on peut faire ça, de dire, ouais, mais pourquoi c'est aussi élevé alors que lorsque quelqu'un a, par exemple, quelqu'un pour alcool au volant, ou il va avoir moins, est-ce qu'on peut faire la comparaison des montants comme ça pour les amendes? Non, en fait, on peut gueuler publiquement comme fait monsieur. On peut accorder des entrevues aux médias, on peut se plaindre de la disparité peut-être de l'amende, mais ce n'est pas un motif de défense convenable. Il ne pourra pas plaider à son procès si procès il y a lieu. Il ne pourra pas plaider que oui, mais ça n'a pas de bon sens, 3 800 si c'est seulement 1 000 $ pour telle affaire. En d'autres termes, ce n'est pas aux citoyens, Frédéric, d'évaluer la pertinence des peines. C'est au législateur. Peut-être que celui-ci se trompe. Parfois, peut-être que c'est injuste. Ça, c'est possible. Mais c'est quand même un choix qui lui revient. Les seules possibilités pour un tribunal d'intervenir, c'est si, par exemple, il y avait un traitement cruel et inusité. Ça, c'est un châtiment qui est empêché, si je peux dire, par l'article 12 de la Charte canadienne. Sinon, on peut penser aussi, dans certains cas, que le juge regardera la peine accordée, par exemple, dans le code criminel et jugera que celle-ci est tout simplement excessive, auquel cas on ramènerait ça au concept d'article 12 dont je parlais ultimement. Donc voilà, pour le reste, donc on ne peut pas jouer à cette espèce de jeu des comparaisons pour essayer on peut essayer de le faire pour influencer le juge, mais ceci ne devrait pas avoir d'impact, surtout que dans un cas comme celui que tu soulèves ce matin, on parle de 3 800 $. Là. Si c'était 380 000, là, peut-être que la discussion pourrait avoir lieu plus intelligemment, mais à ces montants-là, je crois pas. Parce que c'est ce qui surprend parfois dans des cas concernant surtout du braconnage chez le montant. Est-ce que la personne peut contester ou revoir à la baisse ce montant? Ben, dépendamment de ce qui est prévu dans la loi, dépendamment de ce qui est prévu dans la réglementation applicable
aussi, parce qu'il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des moyens de défense. Là, bon, évidemment, en matière de tourtière à perdrix, je pourrais pas trop dire, mais dans certains autres cas, par exemple, le juge va évaluer s'il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes. Par exemple, est-ce que monsieur est un récidiviste? Est-ce que monsieur, clairement, n'exprime pas de remords? Là, évidemment, ça s'applique pas au truc de la tourtière, là, mais par exemple, pour un autre crime, disons, considéré comme plus grave. Donc oui, il y a des facteurs d'évaluation qui doivent être pris en compte par le tribunal. Mais le simple fait de dire, regardez, moi, je trouve que si, puis je trouve que ça, évidemment, ne s'applique pas ici. Alors, on rappelle que vous pouvez en cuisiner, en déguster, mais pas en vendre et pas en acheter, alors, dans toute cette histoire. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Et une tourtière au tofu, c'est succulent, Frédéric. Alors, je te laisse donc. Tu viens de faire friser les oreilles de bien les auditeurs, auditrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Mais je suis ouvert à goûter. Je suis ouvert. Merci beaucoup, Frédéric. Salut. Bye-bye.